Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Roy de Skytech Telecom. Hi, my name is John Peter Roy from Skytech Telecom, Montreal. Donc, le but de mes vidéos, c'est de vous faire découvrir et de faire connaître au public en général, à monsieur tout le monde, des technologies de pointe, des technologies militaires, des fois qui sont classifiées, des technologies aérospatiales et des technologies des organismes gouvernementaux spécialisés, entre autres. Étant moi-même un ex-militaire spécialisé dans le domaine, j'ai une solide formation au niveau de la mise en opération et du fonctionnement de ces appareils-là. Pour ce faire, j'ai décidé d'aborder ces sujets-là avec une approche, disons, pointue, en ce sens que je prends des sujets comme les PLT, les phénomènes transitoires lunaires, les équipements militaires de pointe qu'on a mis au point au cours des dernières années, pour faire le lien entre les technologies que je présente et les technologies qu'on sert dans le monde entier. Évidemment, ma spécialité, c'est les télécommunications, l'optique, l'optronique, les équipements de sécurité et les systèmes d'énergie nouvelle. Nous vendons, nous louons et nous réparons, bien entendu, tout ce genre d'équipements-là, tous ces types d'équipements-là depuis très longtemps déjà. Donc, je vous invite à visionner nos vidéos et à prendre connaissance de cette information-là qui, normalement, ne court pas les rues. Donc, cette vidéo est à titre informatif et gratuit et ne requiert aucun don et est à but non lucratif. De plus, j'encourage le visionnement de toute autre chaîne traitant de sujets similaires comme l'astronomie entre autres, et plus, particulièrement ceux du Québec, donc auxquels je tends la main d'ailleurs. Donc, bon visionnement et bienvenue à bord. This video is informative, free and does not require any money and is not for profit. Bon, de quoi ça retourne au juste des TLP, des phénomènes transitoires lunaires? C'est des lumières très intenses, des flashs qui arrivent à la surface de la Lune, soit parce que c'est dû à des impacts, à du dégazage, possiblement de l'énergie électrostatique, des radiations ou peut-être même de l'activité humaine. Qui sait? Les endroits puis les sites les plus sensibles à observer sur la Lune, je vais vous les montrer un peu plus loin, parce que ça se produit à des endroits quand même bien spécifiques. Puis d'ailleurs, vous allez pouvoir trouver sur Wikipédia, sur Internet, beaucoup d'informations là-dessus. Il y a aussi des rapports qui ont été faits par la NASA, par l'ESA, entre autres, surtout l'Agence spatiale européenne, sur ce genre de phénomène-là. Alors, je vous invite à les consulter. Moi, je vous présente maintenant des appareils de 4e génération. Ce sont des appareils militaires qu'on appelle des Starlight, plus communément des systèmes hybrides, où est-ce qu'ils fonctionnent en mode thermique et en mode optronique. Ces appareils-là que vous voyez présentement à l'écran nous permettent d'augmenter l'amplification de la lumière de 45 000 fois. On peut regarder la Lune même si elle n'est pas là comme telle. Disons qu'il y a un quart de croissant ou même que ça serait la Lune noire jusqu'à temps qu'elle commence à réapparaître et on va pouvoir la voir pratiquement comme en plein jour avec un Starlight. L'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'ils peuvent être commutés à d'autres genres d'appareils, à d'autres genres de télescopes, et on peut mixer, si on veut, les images. Et en mixant les images, voici ce que ça donne. Dans ce cas-ci, c'est une image qui a été mixée et on a été sortir la résolution. Puis on a mis en évidence le flash. Là, ici, vous voyez des endroits où est-ce que c'est des endroits d'intérêt où est-ce que normalement, on peut facilement trouver ces PLT-là maintenant. Alors maintenant, je fais une recherche et voici ce que mon système a découvert dernièrement. Soyez bien attentifs, observez bien. On voit que ça boit comme un cœur, qu'il y a un genre de lumière qui part, qui revient. On voit, c'est comme un battement de cœur. On voit qu'il se passe quelque chose. Et là, j'arrive directement sur le cratère et regardez bien. Il y a carrément un phénomène qui s'est présenté à ce moment-là. C'est un phénomène qui a été très rapide. Qui a été presque instantané. Évidemment, là, je le mets au ralenti pour qu'on puisse voir, parce que ça ne dure pas longtemps. Il y a des phénomènes transitoires qui sont très longs.
Des fois, j'associe ça peut-être à de la phosphorescence. On n'est pas sûr. Mais dans ce cas-ci, je vais vous dire un peu plus loin ce que je pense que c'est, puisque des théories ont été émises présentement suite à ça. Maintenant, je m'enligne sur un autre endroit, plus au nord, en haut de la Lune. Et voici ce que ça donne. Ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que ces appareils-là nous permettent de voir dans des longueurs d'onde différentes que l'œil humain, normalement, ne pourrait pas voir. Okay. Même un APN de très haute qualité ne peut pas voir dans ces longueurs d'onde-là, dans ces fréquences-là. C'est impossible. Ils ne sont pas conçus pour ça. Et en plus, moi, j'utilise la magnification, à très grande magnification pour arriver à ces résultats-là. Donc, regardez bien. Voilà. Ce type de résultat, je peux l'obtenir seulement en utilisant ce genre de technologie-là. J'ai essayé de bien des façons de par le passé et on n'arrive à rien. Ma façon de travailler, moi par exemple, elle est différente de tout le monde, elle est un peu particulière. Moi, je travaille avec plusieurs télescopes simultanément. Je peux travailler avec 2, 3, 4 et même 5 télescopes qui vont viser la même cible, de 5 targets. Et je vais prendre 5 prises différentes, mais de la même cible. Et après ça, je vais prendre mes 5 images dans des longueurs d'onde différentes, puis je vais les passer dans un multiplexeur et je vais les multiplexer pour faire une seule et unique image. Ça va me permettre de voir tout le spectre électromagnétique complet de la cible en question. Ici encore, c'est un autre exemple où est-ce qu'on a passé dans des rayonnements, dans des longueurs d'onde différentes et qu'on arrive à avoir une manifestation à ce moment-là au niveau de la surface de la Lune. Moi, c'est ma façon de travailler. J'ai développé ça avec la Défense nationale antérieurement. Maintenant, voici une trace d'impact au niveau de la Lune. Encore une fois, en réalité augmentée, mais en travaillant dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. C'est une théorie qui nous dit que les traces d'impact, les PLT, pourraient être faites particulièrement par des impacts au sol, mais c'est une théorie parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs des théories présentement sur le marché, comme on dit. Bon, voici maintenant une autre trace. Celle-ci est en temps réel. C'est pas facile à prendre, ce genre de cible-là. Ça m'arrive pas tous les jours, évidemment, une fois de temps en temps. Et après ça, là, je le repasse, mais en réalité augmentée, pour qu'on puisse voir exactement ce qui s'est passé. Écoutez, moi, mes systèmes sont montés sur des montures équatoriales avec des moteurs. C'est contrôlé par ordinateur et je passe pas mes nuits tout le temps devant le télescope parce que ça n'aura pas de bon sens. Alors, moi, surtout durant l'été, mes systèmes sont constamment en fonction de la pénombre jusqu'au lever du soleil le matin. Et ce sont des systèmes automatiques qui traquent la Lune en permanence ainsi que d'autres objets célestes. Alors voici maintenant, c'est quoi une trace d'impact? Ça a été reproduit dans un laboratoire à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et on voit exactement qu'est-ce qui se passe lors d'un impact. C'est une théorie qui nous explique exactement qu'est-ce qu'il y en est. Il y a aussi les phénomènes de dégazage, entre autres. Récemment, il semblerait qu'une nouvelle théorie héberge du lot. La Lune serait électrique. Oui, oui, je dis bien électrique. Et cette théorie est loin d'être farfelue, car elle vient renforcer ce que je soupçonnais déjà depuis longtemps. La Lune est loin d'être un corps mort. Et mes vidéos antérieures, commutées avec celui-ci qu'on voit présentement, vient renforcer cette théorie. Regardez bien ce qui suit. Attention, on voit qu'il y a vraiment un scintillement qui se produit. Et voilà. On voit carrément comme une décharge d'énergie électrique qui vient de se faire de plusieurs milliers et je dirais même de dizaines de milliers de volts. C'est ce qui expliquerait nos fameux flashs et les lumières lumineuses qu'on voit à sa surface. Bien longtemps, j'ai pensé que c'était dû à la phosphorescence. Mais je suis de plus en plus convaincu maintenant qu'on a vraiment affaire à des pulsions d'énergie sur la Lune. Où est-ce qu'elles tirent leur origine? Bien, il semblerait que les éruptions solaires ainsi que la magnétosphère de la Terre créeraient un couloir de plasma à l'arrière de la Terre, comme un genre de tunnel, et que la Lune viendrait de temps à autre
régulièrement et sporadiquement croiser ce tunnel de plasma, et c'est à ce moment-là qu'elle se chargerait en énergie et que les décharges électrostatiques ainsi que les nuages de poussière, car il y a des tempêtes de poussière qu'on voit assez régulièrement sur la Lune, seraient causées en partie par ce phénomène. C'est ce qui causerait la brume ou les nuages, genre de neige comme on dit. C'est ce qui probablement pourrait créer ça. Alors, je vous invite à lire le texte qui a été écrit antérieurement. Et maintenant, on voit ici un graphique qui nous explique justement les vents solaires avec leur interaction avec le sol. Et qu'est-ce qui se passe? La Lune se recharge vraiment en énergie et devient comme un immense condensateur ou une bombe électrique. C'est quelque chose qui est excessivement dangereux, car, comme vous le savez sûrement, les astronautes prévoient de ratterrir à nouveau sur la Lune très bientôt, et ça pourrait leur causer de très sérieux problèmes. Il va falloir analyser en profondeur ce phénomène pour, comme on dit, mettre les équipements et les astronautes au ground, parce que ça va être important. Ça pourrait être dangereux pour leur santé physique et surtout dangereux pour l'équipement. Alors, il faut vraiment prendre le problème au sérieux et trouver des solutions à ça avant même de réatterrir sur la Lune. Présentement, il y a des grosses études en cours pour réussir à contourner le problème, car ce n'est plus juste une théorie, c'est rendu un fait. La Lune est électrique. D'ailleurs, on voit ça sur la Terre. On a eu antérieurement puis ce qu'on appelle les feux de Saint-Elme ou de Saint-Elmo, qui sont justement des décharges d'énergie électrique qui se font suite à une accumulation d'énergie statique sur des mâts de bateau ou des trucs comme ça. Ça peut aussi causer beaucoup d'autres choses. Et puis, je vous amène sur cette photo qui nous montre justement une décharge électrique en plein sur le vif. Et pour ce faire, on a utilisé des équipements vraiment sophistiqués qui puissent regarder dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge, avec justement des tubes optroniques de 4e génération. C'est seulement cette technologie-là militaire qui nous permet de voir ce qui est invisible. Alors, voyez ce qui suit. Il y aurait aussi sur la Lune des zones la nuit où les températures seraient complètement anormales. Et pour réussir cet exercice, je vais utiliser une monture équatoriale contrôlée par ordinateur, montée avec un tube optronique, ainsi qu'un laser de 17 watts de haute précision pour être capable de voir exactement ce qui se passe. Regardez. On vise, on prend la lecture, et voilà. Et voici le résultat. Les couleurs de la Lune, dans des longueurs d'onde qui normalement sont invisibles, deviennent éclatantes. On voit très bien la bande électromagnétique de toutes les bandes de fréquences, qu'ils soient dans l'ultraviolet ou dans l'infrarouge. Tout le spectre électromagnétique est ainsi mis à nu et on peut de cette façon-là être capable de plus facilement analyser la Lune. Donc, en mode thermal imaging, les tubes optroniques nous fournissent ce genre de résultats. En bleu foncé, ce sont les zones les plus froides. En bleu vert, un peu plus tiède. En jaune, les zones tempérées. Et en rouge, rouge orangé, les zones les plus chaudes. Donc, il ressort que les températures lunaires aux alentours du cratère Enthoven, lors des nuits lunaires qui sont très froides, les points chauds vont de 7 à 10 Celsius. C'est carrément anormal. Les prises de vue ici sont faites en infrarouge. Et les températures, encore une fois, sont prises entre 7 et 10 Celsius alentour de la majorité de ces cratères satellites. Ce sont des températures vraiment anormales et ça demande à se poser la question s'il y a vraiment un lien entre les décharges électrostatiques et ces hausses de température. C'est une question qui mérite d'être posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit sur la Lune, les températures avoisinent environ moins 125 à moins 150 Celsius. Donc, comment peut-on expliquer qu'un cratère puisse atteindre une température de 7 Celsius et ce, sans activité volcanique? Mystère.
Même si à première vue, cette question peut sembler hors contexte, elle mérite quand même d'être soulevée. Y a-t-il déjà eu ou y a-t-il eu de l'activité humaine sur la Lune non répertoriée? Je crois que la question se pose. Si on fait abstraction des programmes rendus publics, dont les programmes Apollo entre autres, certains chercheurs laissent sous-entendre qu'il y aurait des indices qui porteraient des signes d'une activité non naturelle, non répertoriée sur la Lune. Qu'en est-il vraiment? Au fil des années, en utilisant des équipements de pointe, je me suis surpris moi-même en découvrant des cratères et des traces d'impact sur la Lune qui, à première vue, ne semblaient pas de cause naturelle. Qu'en est-il vraiment? Au cours de mes investigations, j'ai finalement réussi à trouver certaines explications suite aux traces d'impact au sol sur la Lune. Mais malheureusement, pas tous. Entre autres, celle où on voit une trace d'impact, ou plutôt 3 traces d'impact côte à côte, celle-là, je ne me l'explique toujours pas. Enfin, je sais que les Américains ont fait des tests d'impact sur la Lune à certaines reprises, mais peut-être que d'autres pays aussi en ont fait. Rien n'est moins sûr. Je ne suis pas convaincu qu'on nous dit tout ce qui se passe là-haut. Vous ne me croirez peut-être pas, mais saviez-vous qu'à un certain moment donné, les Américains avaient prévu de faire exploser des bombes nucléaires sur la Lune? De plus, savez-vous que les Russes ne sont pas en reste non plus? Ils ont mis au point un moteur nucléaire qui pourrait pratiquement fonctionner éternellement. De plus, ils ont développé des engins spatiaux qui peuvent atteindre des vitesses de Mach 30 et qui demeurent parfaitement manœuvrables. La course aux technologies secrètes est bel et bien lancée et est réelle. Vous savez, avec un budget militaire de 728 milliards de dollars annuellement, on peut en faire bien des choses avec cela. Si on tient compte que le programme Apollo a coûté environ 100 milliards pour atteindre la Lune, je trouve que ça porte à réfléchir. Enfin, que penser de cette déclaration fracassante et historique émanant d'un haut département officiel, en l'occurrence l'US Navy américaine, en ce qui a trait à la déclassification d'un document classifié et rendu public? Of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017 by the New York Times and a group that researches UFOs. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is our LNS, dude. Vous savez, la vraie question, là, c'est pourquoi diable ont-ils rendu cette information publique? Dans quel but? Okay, this thermal camera is the same one used on the F-18s.